Déjà, si tu veux. Bah, je le ferai après du coup. Je pense que je vais me mettre ici et ça va être axé là du coup. Tu penses c'est mieux? Ouais, Pourquoi? parce que oui, Ouais. parce qu'après moi si je mets le flash, il y aura le reflet dans les vitres en fait. Ah oui, d'accord. Et ici, il n'y en a pas, d'accord. Voilà. Ça se verra moins. Et il va s'asseoir ici peut-être? Oui. Ok. On va voir les Claire, il y a aussi Isabelle. D'accord. Tu veux prendre un café? Demande, demande à Claire. Tu veux t'étaler en haut? Oui, je suis allé en haut, je suis allé les voir et tout. Et ouais, je vais aller leur demander un café. Oui, prends un café ou sinon. Ouais. Oui. Est-ce que après que vous ayez écrit votre truc, vous pouvez vous retourner, faire comme si vous parliez. Oui. Non, c'était très bien là, vous étiez là. Voilà, et puis lui il sera là du coup. Et puis, Ou non, c'est pas lui qui devrait. C'est moi qui devrais être là ou moi là? non, vous là c'est bien. Et moi je le filme ici du coup. C'est mieux qu'il soit assis parce qu'il veut être. Parce qu'il n'est pas trop enfoncé, regarde, c'est un peu enfoncé. Bah ça va. Ça va? Ouais, ça va. Ouais. Parce que c'est quand même. Tu sais, c'est quelque chose de. C'est un sujet très controversé. Je fais d'abord un plan large où vous l'introduisez et après. Oui, c'est tout. Toi, tu vois, tu sais, à toi de voir. Le kakémono, tu as vu? Tu vas lui demander? Tu vas... je vais aller lui redemander. Mais en fait, je vois l'intérêt. C'est un bandeau. Tu l'as vu le bandeau? C'est un bandeau étroit qu'on peut mettre dans le coin si tu veux. Mais pour cacher des trucs ou pour refléter non, la lumière? pour montrer l'observatoire de l'université. Ah, d'accord. C'est ça un kakémono, d'accord. Oui, c'est ça. Ok. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ah oui, t'as le micro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20, 21, 22, 23. Qui sont un peu... Mais tu parles de ce soir ou de demain? De ce soir et de demain aussi. Oui, mais toi, demain, tu poses des Je vais questions. leur poser des questions. Ok, d'accord. Et tu poses les mêmes questions alors, à peu près. Oui, forcément. Oui. Alors, je vais les faire 2 fois. On ne peut pas passer ça demain. Non, parce que je l'ai fait continuellement. Je l'ai fait avec... De toute façon. Non, peut-être pas demain. Mais... Demain, non. Mais pour la télévision. Non, c'est parce que... Fais ce que tu veux, vas-y. Oui. Vas-y, c'est tard. Sinon... Damien a faim. Non, Damien, mais Mathieu. Alors, on va prendre le livre aussi. Bon,
Le livre, je ferai un plan dessus. Alors, tu vas faire un plan dessus? Après, Bon, ok. Alors, on va commencer. Lamberto Tassinari, vous êtes l'auteur d'un livre controversé, John Florio alias Shakespeare, qui a été publié tout récemment aux éditions du Bord de l'eau et qui a été traduit de l'anglais. Et ensuite de l'italien. Bon, longue histoire. Alors, d'où vient ce projet et quel a été le déclic qui n'est pas étranger à votre position particulière, semblable à celle de Florio? Alors, on peut recommencer. Vous me faites rire, monsieur. Vous me faites rigoler. On va être ici pour asseoir. Oui. Non, je vais faire vite, Ok. Alors, on recommence? Non, oui. C'est bon, vous pouvez. C'est bon. Alors, allons-y. Alors, le déclic, je ne sais pas, c'est une histoire très personnelle, évidemment. Moi, je ne suis pas un spécialiste de Shakespeare, donc je suis arrivé à ces livres. Comment? De cette façon. J'ai lu très tard La Tempête. La dernière pièce dans la tradition shakespearienne, c'est la dernière pièce de Shakespeare. Je l'ai lu tard dans ma vie, très tard, au début des années 2000. Et heureusement que je l'ai lu très tard, parce que j'avais toute une formation. Si j'avais lu La Tempête en Italie, j'aurais jamais vraiment eu les mêmes réactions que j'ai eues à l'époque. En même temps que je lisais La Tempête, j'ai senti des vibrations très méditerranéennes dans cette pièce. Je connaissais l'histoire de l'identité de Shakespeare, qui n'était pas certaine. Je savais tout ça, mais sans aucun intérêt pour cette histoire. Mais en même temps que je lisais, j'étais peut-être au deuxième acte de La Tempête. Et puis dans les journaux de tout le monde, à l'époque, il est apparu la nouvelle qu'un Sicilien, professeur d'école, il affirmait que Shakespeare était sicilien. Alors j'ai trouvé ça drôle. J'ai dit, mais comme sicilien, ça veut dire italien, j'aimerais voir vraiment qu'est-ce qu'il y a dans cette hypothèse. Je suis parti en vacances avec Patricia et j'apportais mes livres de Shakespeare. Et j'ai continué à lire. Et donc, quelques mois plus tard, j'ai continué à lire. Donc, le Shakespeare, l'œuvre. Avec en tête l'idée que s'il y avait vraiment un Italien, un Sicilien derrière ça, j'aurais trouvé des traces. Et j'ai trouvé des traces. C'est ce qui me semblait des traces. J'ai écrit un court texte qui s'appelait La tempesta storia di una famiglia meridionale. Histoire d'une famille méridionale. Et je suis resté à ces 30 pages écrites comme ça jusqu'au moment où j'ai découvert 2 biographies sur John Florio qui ont changé mon trajet. Parce que je me suis aperçu qu'il y avait vraiment un Italien là. Alors, justement, ces biographies, elles datent toute d'une époque antérieure, des années 30, et peu de choses à transférer de ce moment-là. Pourquoi se continue l'enquête, je crois. Mais oui, justement, le fait que personne ne nous a jamais dit, quand on parle de Shakespeare, c'est un argument pour l'Italie, la langue italienne, les villes d'Italie, les histoires italiennes, les nouvelles italiennes, etc. Mais on ne nous dit pas qu'il y avait à la cour un Italien véritable. Ça veut dire John Florio, Giovanni Florio. Il était un Italien qui a été par la première de ses biographes, Clara Longo-Chambrun, juste en vous disant les titres de cette biographie, Giovanni Florio, l'apôtre de la Renaissance dans l'Angleterre de Shakespeare. Donc, quand on lit ces titres, on est très curieux de connaître, parce que c'est l'apôtre de la Renaissance, ça veut dire qu'il était la référence obligée à Londres de tous les gens qui étaient intéressés à la Renaissance. Donc, c'était l'homme, la source même de cette culture européenne, ça veut dire italienne, mais aussi française et espagnole. Et Florio était Vous voulez savoir qui était Florio? Oui. Ok. Quand est-il né? Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Florio. Et pourquoi ensuite? Ah oui, Florio, il est attribué les pièces
Oui, on lui a... Oui, Alors, ça lui revient. Qui était-il? Qui était? Alors, c'était le fils d'un exilé italien d'origine juive. Son père était... Belle histoire. Donc, son père était fils de migrants de la diaspora de l'Espagne ou du Portugal de 1492, débarqué en Italie avec un nom de famille probablement Flores, qui est devenu Florio, italianisé. Le père semble être originaire... Il y a un chercheur italien qui m'a contacté tout récemment, il y a un an, pour me dire que le Florio, il était très probablement de Figline. Figline, c'est une commune tout près de Florence. Parce qu'il y a une correspondance de Michelangelo Florio avec l'Arétin. Donc oui. Une correspondance, des lettres véritables, échangées entre frères Florio, ça veut dire le père de Giovanni, a été un frère franciscain qui a défroqué à un certain moment parce que son inquiétude, sa fébrilité, justement. Donc il est fils de convertis juifs, et il est devenu aussi, en tout cas, les premiers contacts avec l'évangélisme et les sources protestantes l'ont fait chavirer vers le protestantisme. Et il a été emprisonné par l'Inquisition, il a condamné à 2 ans, il est parti à l'époque, il est parti vers l'île qui était le refuge de tous les protestants de l'époque. Et c'est là... Et là qui a enfanté Giovanni. Alors, et en 53. D'accord, mais il ne venait pas de la tête de Jupiter, qui était sa mère. Est-ce que vous laissez c'est sa mère. Ben, sa mère, on sait pas. Moi, je pense que sa mère... Qui était-elle? Il y a l'hypothèse que sa mère soit partie avec son père. Ça veut dire que Michelangelo soit parti de Grison, du nord de l'Italie. Il faut expliquer qu'à ce moment-là, il y a le retour de Marie Stuart, je crois, à la... Oui, mais quand il est parti pour l'Angleterre... Et donc, il y a une oui. répression des protestants. Oui, absolument. Mais il s'exile de nouveau. Oui, mais votre question était sur l'origine de sa mère. On ne sait pas si c'est le papa de Giovanni est parti avec une femme italienne, protestante aussi, du nord de l'Italie, de la Valtellina, ou bien s'il était une aristocrate britannique, anglaise, rencontrée à Londres. Ça, on ne le sait pas. La mère de Florio, ça veut dire la mère de Shakespeare, d'après moi, inconnue. Si elle était une anglaise, mais je doute qu'elle soit anglaise, donc autochtone anglaise, parce que John ne possédait pas vraiment parfaitement l'anglais quand il est retourné en Angleterre. Donc, il est né à Londres en 1953. Oui. En 1954, Bloody Mary a repris le pouvoir, les catholiques. Le père est reparti pour Strasbourg avec son fils. Et sa petite famille, on ne sait pas. Il ne mentionne pas sa femme, la mère de John. Et donc, il passe 1 an à Strasbourg, puis... par la filière du protestantisme européen, il est appelé par la famille de Salis, qui était des nobles de Grison, conduire la communauté protestante italienne à Soglio. Et donc il part pour Soglio, où il va faire les notaires, les papas, et aussi le pasteur de cette petite église. Et là, John suit, et il vit avec son père dans cette atmosphère très riche et très bouleversante, en tout cas en multilinguisme, histoire de religion, trinitarisme, antitrinitarisme, question de la langue, vraiment une usine incroyable de culture pour le petit Shakespeare. Au point qu'à 12 ans, il s'inscrit à l'université allemande de Tübingen, à 12 13 ans. Jésus-Christ, là. Oui, non, mais déjà, même en Angleterre, c'était pas très rare. Ah bon. C'était pas très rare, parce que même celui qui deviendra son élève le plus connu, les noms les plus proches de Shakespeare, c'est Southampton. Oui, c'est les comtes de Southampton qui
qui a été amené à s'inscrire à l'université de Cambridge, c'est John Florio qui amènera le jeune Southampton à l'école. Ça, on le sait, c'est historique. C'est Lord Cecil qui était le secrétaire d'État d'Élisabeth, qui confie le comte de Southampton, le jeune comte de Southampton, à John Florio, afin qu'il amène à Cambridge. Et ça, c'est historique aussi. Southampton s'inscrit à l'université au même âge que John Florio s'était inscrit à Tübingen, ça veut dire 13 ans. Ok. Alors qu'est-ce qui se passe après? Après, il devient ce jeune homme très brillant, génial, à 12 ans inscrit en théologie avec un ex-évêque de l'Istria, qui était un évêque catholique et viré protestant, qui lui donne la première année, je ne sais pas combien d'années il a passé à l'université de Tübingen, mais quand même c'est une université allemande, donc il y a aussi cet héritage allemand, donc très européenne, parce qu'on va savoir bientôt qu'il a traduit Montaigne, donc il parlait français, donc le père lui a appris le français, il a traduit des choses de l'espagnol, donc il parlait l'espagnol, il connaissait le latin, l'italien, il va devenir chef, puis il va apprendre l'anglais. D'accord. Et il se retrouve à Londres à 17 ans. 17 ans, 17 ans. Oui, il connaissait déjà les langues. Donc avec italien, français, espagnol, latin, il apprend l'anglais comme ça. Peut-être son père le parlait déjà un peu, et il repart en grande vitesse vers les hauts. Ça veut dire qu'il monte tout de suite parce que son père avait déjà tous les contacts aristocratiques, il prend les mêmes voies. Il devient précepteur de familles importantes déjà, il est diffuseur de la langue, et en 78, 7-8 ans après son débarquement à Londres, 25 ans environ. 78, donc il est né en 25, en 53, pardon. En 78, calculez-vous, là, quel âge avait-il? En tout cas, dans la vingtaine, dans la jeune vingtaine, il écrit First Fruits. Ça veut dire un dictionnaire, pas un dictionnaire, mais un manuel pour l'apprentissage de l'italien. Et les publics cibles, c'était les aristocrates anglais, mais aussi pour les marchands italiens à Londres, il servait aussi vice-versa. Il y avait une communauté protestante, mais non protestante aussi. Il y avait des banquiers florentins ou de Lucques, de Pise, de Venise, qui n'étaient pas protestants, mais qui étaient des commerçants, des marchands, des banquiers. Donc Londres est une ville en pleine expansion. Ah oui. Donc, parlez-nous du théâtre, du milieu théâtral qui est important à Londres à ce moment-là et qui va prendre une ampleur. Il commençait, parce que le premier, mettons que d'après les recherches de la biographe, de la véritable biographe, celle qui a vraiment posé John Florio sur la carte des universités, a été la biographie, non pas la première que j'ai citée, qui était une biographie écrite en français, qui n'a jamais été traduite en anglais ni en italien. La biographie de Clara Longo-Chambran, 1921, une thèse de la Sorbonne, qui n'a jamais été traduite en anglais, ni en italien, ni en espagnol. Elle restait comme ça, un livre oublié. Qui est très important malgré a été considéré nul au niveau comme si était une américaine qui s'est amusée en France à faire des recherches. Par la suite, celle de Frances Yates est très connue comme chercheuse, comme intellectuelle. Elle était la thèse de doctorat de cette jeune Britannique sortie en 1934. Et ça, c'est le paradoxe. La thèse très crédible, très juste, très bien renseignée et rigoureuse de Yates aurait dû ouvrir les portes à la recherche. Je veux dire, sur Florio. Oui, mais justement, elle ne le fait pas. Elle le fait pas. Ok. Qu'est-ce qui se passe dans les théâtres. Les théâtres viennent de naître à Londres. Viennent de naître.
quand Florio débarque en 1571, oui. Il n'y a pas de théâtre. Juste dans les églises, il y a des récits populaires, folk, oui. basés sur la religion, mais il n'y a pas un véritable théâtre. C'est une scène qui va exploser. Oui, en 1976, oui. c'est 5 ans après l'arrivée de John Florio à Londres, ouvre les portes le premier théâtre public. Oui. Oui, donc c'est nouveau, c'est relativement nouveau. Ça prend rapidement. Il y a peut-être un millier de pièces qui sont écrites avant la fermeture des théâtres, l'ouverture en 1976 et puis dans les années 40, les théâtres ferment pour les puritains qui bloquent les activités. Et dans cet espace qui est très court, 60 ans, quelque chose comme ça, il y a un millier de pièces qui sont écrites. Et il y a combien de troupes et combien de théâtres? Les troupes, les théâtres étaient plusieurs. Il y a les 2 théâtres liés au nom de Shakespeare, c'est des théâtres privés, si vous voulez, de la cour, là, parce que le Globe, c'est les théâtres dans lesquels la troupe des Kingsmen, la troupe du roi, joue. C'est le théâtre de la troupe du roi. Et le Chamberlain, c'est lui qui s'occupe de ce théâtre. Évidemment, il y avait des actionnaires privés, parmi lesquels quelqu'un dénommé William Shakespeare, qui était un acteur parfois et actionnaire de ce théâtre, avec d'autres acteurs gestionnaires. Alors, comment John Florio, lexicographe, traducteur, précepteur de la noblesse, va s'enticher d'écrire des pièces de théâtre et comment l'autre va s'attribuer, d'après vous, les pièces de l'autre. D'ailleurs, il ne se l'est pas attribué parce qu'il n'y a pas une seule déclaration, il n'y a rien, justement. Cette œuvre est une œuvre anonyme, en effet. Pourquoi on a attribué plutôt? Oui, on lui a attribué, lui il ne s'est rien attribué, il ne parle jamais cet homme, il ne dit jamais moi. Qui c'est l'acteur de Stratford, il n'a pas laissé de déclaration, il n'y a rien d'écrit. Tout ce qui est écrit, c'est dans les pièces. Il faut entendre quand même que et d'autres du contemporain de Shakespeare, je pense à Ben Jonson, si vous avez bien lu, oui. Et John Florio lui-même, dans ses textes, lorsqu'il y a eu ce débat sur ce secteur qui est aussi un impresario qui s'attribue les pièces de l'autre. Oui, Alors, il critique justement ce personnage. Alors, la question qui me vient à l'esprit, en tout cas, c'est pourquoi ce brillant traducteur décide d'écrire des pièces et pourquoi il ne revendique-t-il pas la paternité de ses pièces lorsque, justement, lorsqu'elles deviennent populaires. Oui. Alors, mais tout ça, il faut dire que ce n'est pas quelque chose, pas une chronique d'avant-hier. Oui. Donc, on a 400 ans de 4 siècles. Non, mais il y a des choses certaines. Primo, c'est le fait que John Florio a commencé par diffuser la culture européenne. Ça, c'était sa tâche. Donc, c'est ce qu'il sentait, parce que l'Angleterre élisabéthaine, la culture, était très ouverte, évidemment, vers la source de la culture, qui était l'Europe, et en particulier l'Italie. Oui. Et la France, l'Italie et la France, et même l'Espagne, même s'il a eu des... Mais disons que l'Italie et la France et l'Italie étaient les 2 sources vers lesquelles il fallait forcément se tourner et traduire tout ce qu'il fallait traduire. Donc, parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien qui venait de là. Il y avait Chaucer et un siècle avant et demi, mais l'Angleterre avait absolument besoin de textes. Il fallait tout traduire, soit du latin, soit du grec, soit de l'italien, soit du français. Donc, la première chose, c'est Florio
d'après moi, toute cette histoire, avant de donner les réponses à toutes ces questions, disons un raccourci que c'est une mission de ce migrant, de ce fils de migrant, de cette très cultivée européenne qui se retrouve à Londres dans un environnement défavorisé culturellement, l'Angleterre n'était pas l'anglais, c'était une langue que personne ne parlait en Europe. Okay? Donc les Anglais qui passaient la Manche, il fallait qu'ils parlent le latin, ou le français, ou l'italien, ou l'espagnol, sinon personne sur le continent aurait pu comprendre leur langue insulaire. Alors donc, Florio, il commence par ce livre que je vais mentionner, qui s'appelle les First Fruits, en 78, suivi en 91 de Second Fruits, puis par un dictionnaire. Donc, c'est une avancée progressive de diffusion de la langue italienne, et à un certain moment, le canal de diffusion devient le théâtre. Donc, c'est une suite assez logique et naturelle si on part de l'hypothèse, de mon hypothèse, que ce soit lui à avoir écrit à un certain moment des pièces, parce qu'il me semble juste, je veux dire, pour diffuser, c'est ce qu'il croyait être une nécessité, un apprentissage de langues européenne de la part de l'élite anglaise. C'est à l'élite qui s'adresse, évidemment pas au peuple. Les gens auxquels Florio s'adressait étaient la jeunesse cultivée et qui voyageait et qui était susceptible d'apporter du nouveau en Angleterre. Donc, et qu'il soit le théâtre, il a profité de la naissance un peu ambigu de ce moyen d'expression et de diffusion, de divertissement et de culture qui était le théâtre, mais c'était un véhicule aussi d'idées, pas juste de plaisir, de divertissement. C'était normal, comme maintenant ça serait l'Internet. À l'époque, c'était le théâtre, donc il fallait bien parler au peuple, mais en même temps aux nobles, parce que la grande partie des pièces que Florio va écrire étaient consacrées à la cour, ou dans les maisons privées de la noblesse. C'est là qu'il s'adresse. Et puis, comment... il faut savoir que jusqu'en 1598, il n'y a aucune pièce qui sera par la suite attribuée à Shakespeare qui était signée. Tout ce qui sort est anonyme. Mais ils sont imprimés, ces pièces. Elles sont imprimées. Sont imprimées, oui, anonymement. Oui. Il n'y a pas de nom. Il n'y a même pas Shakespeare avec un trait d'union, il n'y a rien, jusqu'à 98. Et quand il commence à être imprimé avec un nom, c'est un nom sous des formes d'orthographie, en tout cas d'épellation différentes. Il apparaîtra Shakespeare écrit comme on l'écrit maintenant, mais ce n'est pas tout de suite. Shakespeare, c'est écrit avec un trait d'union, c'est écrit Shakespeare avec un E, pas de A, avec un A, pas de E. En tout cas, des formes très variées de signature. Parfois, ils reviennent des anonymes, donc est très bizarre. Alors, comment expliquer cette façon très spéciale, pas tout à fait spéciale, il y a d'autres pièces qui sont publiées anonymement, d'autres auteurs. Mais là, celle de Shakespeare, c'est une dynamique très particulière. Et pourquoi, comment cet homme auquel a été attribué par la suite d'une façon posthume, parce que le nom Shakespeare émerge, comme nous le connaissons, seulement en 1623. Oui, en 1623. Oui, quand on publiera l'ensemble, c'est ce qu'on a décidé être l'ensemble. Oui, on a choisi il y a 36. Ses amis proches, Ben Jonson. Oui, Ben Jonson et Condell et Hemingford qui vont mettre ensemble. Mais c'est plutôt Ben Jonson qui est le maître d'œuvre de la chose. Oui, absolument. Alors, et donc cet homme qui semble être... Qui connaissait bien John Florio aussi. Oui, mais qui est très bon ami d'ailleurs. Oui, parce que John Florio a possédé une bibliothèque énorme dont les livres ont été tous perdus, et il en reste 2.
Un, c'est une copie du Volpone de Ben Jonson, dédicacée à John Florio. Donc, avec une dédicace tellement affectionnée, tellement forte, qu'on comprend par cette dédicace qu'il y avait un rapport de grande estime des maîtres, disons, l'élève était Ben Jonson et le maître était John Florio, parce qu'il n'y a aucun doute, il n'y a pas d'équivoque. C'est ça au maître de mes muses et père affectionné, John Florio avec tout, mais en tout cas, quelque chose de très, très sincère et certainement pas faux. Donc ça veut dire que Ben Jonson devait quelque chose à John Florio. Et ça, c'est le seul livre vraiment qui nous reste de ça. Peut-être 700 ou 800 livres qui ont été égarés, perdus à jamais. Alors donc, comment tout ça a été, finalement, est arrivé avec une identité qui a permis d'identifier l'auteur comme l'acteur de Stratford. Oui. Quels sont les enjeux? Est-ce qu'il fallait nationaliser la culture anglaise? Alors, donc, Ben Jonson, il faut dire que c'est le premier anglais, écrivain, qui a eu l'ambition de se définir écrivain avec un E majuscule et publier ses travaux sous le titre de Works, œuvres. Il n'y avait pas. C'est le premier en Angleterre qui sort un livre avec ses pièces dedans et ses autres choses, et a les culots vraiment de l'appeler à l'ancienne, opera omnia. C'est de tradition latine, tradition classique, italienne aussi et française. Et il le fait l'année même où l'homme de Stratford, ça veut dire celui qu'on considère être l'auteur, Shakespeare, meurt. Shakespeare, d'ailleurs, j'ai quelque chose que j'oublie souvent de dire, quand on me le demande, est que le 23 avril, supposément qui est la date de naissance de Shakespeare, et de mort en même temps, oui. Et le Saint James, c'est le patron de l'Angleterre. Le patron anglais d'Angleterre est le même jour de la mort de Stratford. C'est très bizarre cette coïncidence, et ça, c'est pas quelque chose qui a été décidé par la suite. C'est à partir du XIIIe siècle que cette identification de ces saints comme le patron d'Angleterre a été. Donc, il y a une autre coïncidence un peu bizarre. Mais revenons à pourquoi. Pourquoi. Oui, pourquoi? Parce qu'il faut préciser que si l'acteur Shakespeare est décédé, John Florio, lui, est encore vivant. Est encore vivant. Et pourquoi accepte-t-il cette que lui soit complicité? Oui, et disons que John Florio, il a, comme on disait avant, même son père, donc si on revient un peu en avant, le père de John, il avait servi la noblesse avec le même but du fils, ça veut dire épanouir cultiver la noblesse un peu barbare qu'ils ont retrouvée en Angleterre. Évidemment, cette élite n'était plus barbare. Il y a un raffinement qui avance à grande vitesse. L'Angleterre devient ce qui deviendra. Et déjà, la petite communauté autour de la cour était loin d'être barbare. Mais généralement, la société était arriérée culturellement. Et les pères sentaient cette exigence, et les fils a repris le flambeau du père. Et donc, c'est une mission, c'est un don culturel, une injection, une espèce de diffusion de culture. Donc, quand il passe au théâtre et il met des choses anonymes, il s'expose au risque d'être piraté. Et là, c'est difficile à savoir vraiment la véritable... Mais ça n'a pas grande importance sur l'attribution à John Florio de cette œuvre.
C'était quelque chose ou non? Non, là, c'est parce Là, que on reprend. la caméra, elle doit se reposer toutes les demi-heures. Ah, ok. Parce non, que mais- c'est- Un temps limité par vidéo. En fait. Oui. Oui. Là, c'est bon, j'ai repris. Mais je vais te dire, ça c'est la chose importante. Je sais Oui. comment qu'il a accepté de ne pas être lui Oui, l'auteur. c'est ça, pourquoi Et oui. pour que tout, Oui, mais c'est parce qu'on le voit de notre c'est réduit la du question. 21e Non, mais c'est la siècle. question. Tout le monde le croit. Que c'est pas normal. C'est pas normal Mais pour. le droit d'auteur n'existe Hein? pas. Tu l'as dit au début, Non, mais je veux dire, mais il faut dire davantage parce que. qu'on a un regard, disons... Oui, moderne. Moderne. Oui, l'invention du droit d'auteur, Oui. il date de siècles plus tard. Oui, Et non, donc, mais là, il commençait déjà un peu, mais c'était pas protégé, en effet, Oui, les oui, droits bien sûr. d'auteur. Il y avait un minimum, il y avait la register, Oui. je me souviens pas comment ça se dit. Oui, disons, les registrar. registrar, oui. Comme ici, en France, tous les livres devaient avoir l'approbation Oui, oui, du roi. mais là aussi, il y a comme un... tout- Mais il n'y avait pas juste ça, il commençait un peu Parce qu'il était bien payé, Shakespeare, de Stratford, puisqu'apparemment... Oui, c'est mais lui, culturel. il a fait de l'argent aussi, parce que si tu penses que 18 pièces, si celui de Stratford était vraiment l'auteur, il aurait laissé 18 pièces qui n'ont pas eu d'impression. 18 pièces n'ont jamais été imprimées. Sur 36, hein, Oui. disons, de son vivant, il y en a eu 18 qui n'ont pas été imprimées, qui n'ont pas de quarto, qui n'ont pas d'édition Ah oui. petite. Et alors tu dis, alors cet homme était farouchement attaché à l'argent, Il aurait dû- un marchand, il fait les publier. Pourquoi renoncer à ses profits? C'est bizarre, ça aussi. Il y a plein de choses bizarres. Alors, On la laisse reposer? Oui. non, c'est bon, ça, Ah oui, c'est parti, bon. C'est parti. Ok. Mais alors, pourquoi renonçait-il un auteur, l'auteur Shakespeare de cette idole qui deviendra par la suite, il peut avoir renoncé à dire c'est moi, l'auteur de Hamlet, d'Hamlet, l'auteur de tout ce chef-d'œuvre que nous avons accueilli comme chef-d'œuvre. Parce qu'il avait... Donc sa mission était déclarée au départ. Il fallait vraiment que cet auteur soit anglais. L'auteur de cette révolution théâtrale et linguistique, de cette injection linguistique surtout, mais aussi théâtrale, les deux vont ensemble. Disons que le but commun de John Florio et de Ben Jonson, on avait dit que Ben Jonson, il voit grand, il voit national, il veut créer un auteur. Et littérature nationale. aussi. Exactement, parce qu'il fallait vraiment que l'Angleterre se mette au même niveau des autres nations européennes qui avaient vraiment un bagage culturel et une liste d'auteurs importants, la France, l'Italie et l'Espagne. Mais en même temps, en 1540, aussi les poètes de la Pléiade qui étaient italianisants. Hein, Oui, ont fait la oui. même chose. Ils Absolument. ont constitué une littérature nationale et une défense illustration de la langue française qui a été écrite en copiant Oui, un Sperone. Sperone. oui. Il a traduit. Oui, mais ça vient de là. Écoute, Exactement la même chose. la culture ne pouvait venir que d'où elle était. Oui. Et donc, le flux est vers de l'Italie, de la France vers le dehors. Et donc, ça vient du dehors. Et le fait que Ben Jonson soit vraiment un peu le maître d'œuvre, la construction de cet auteur national, Mr. William Shakespeare, ça étonne pas. Et que Florio ait accepté, en effet, c'était une expérimentation, en effet, parce qu'il n'y a pas eu immédiatement de succès. Les textes de Shakespeare étaient appréciés certainement par tout le monde, mais en particulier par la noblesse. Et au niveau de la réputation et de la diffusion, Shakespeare n'était pas supérieur, sa renommée n'est pas, c'est pas comparable à ce qu'il est devenu à l'époque. Je veux dire, au début du XVIIe siècle, il était
moins que Ben Jonson, moins que Fletcher, moins que Webster. Et il y avait d'autres auteurs qui étaient plus populaires que Shakespeare. Shakespeare est difficile maintenant même, qu'on est cultivé, en tout cas qu'on est bien informé, qu'on ait nos lettres et nos histoires, mais il est parfois très difficile, très riche, convolu et pas de facile digestion, accès. Alors, il était davantage pour le peuple de l'époque qui ne cueillait pas toutes les références historiques, géographiques et tout ça. C'était complexe. Il est complexe maintenant. Donc, on ne peut pas imaginer. Ça, c'est quelque chose qui est faussé. Alors, il est créé par son jubilé, hein, le maître du personnage littéraire, est créé à 2 siècles plus tard, en 1700. Oui, c'est au moins presque 2 siècles, en 1740 ou 50. Oui, c'est déjà un empire, Mais il y a des historiens de la littérature, en tout cas des lettres anglaises, qui actuellement ont écrit sur John Florio en précisant et en révélant que son travail sur la langue, c'est un travail absolument nécessaire qui va en parallèle au travail de Shakespeare. Je veux dire, le travail de Florio, déjà, indépendamment du fait qu'il soit Shakespeare ou non, le travail de Florio va dans le même sens. Ça veut dire dans le sens de la création des outils d'apprentissage de domination de l'existant. Ça veut dire, si on a un empire et il faut occuper des terres avec les canons, il faut après les maîtriser avec les mots. Donc les mots pour dire les choses, pour les nommer, pour les ranger, tout ça. Donc, Florio, qui a fait un dictionnaire avec 150 000 mots shakespeariens, en effet, parce que c'est l'époque de Shakespeare, donc ce sont forcément les mots de Shakespeare. C'est un dictionnaire italien-anglais où par chaque mot italien, il y a au moins un mot anglais, mais parfois il y en a 10 en anglais, ou 12, ou plus, où un mot prend une dimension d'une voie d'encyclopédie, pas juste un dictionnaire. Si tu vas chercher certains mots, tu vois que ce n'est pas juste une traduction, mais il y a toute une histoire. Et il y a même des références littéraires. Parfois dire tel auteur, Ariosto, il utilise ces mots. Donc c'est un dictionnaire encyclopédique. Il a accepté, il a fait ça, il a accepté l'anonymat. Il était assez comblé par ses succès à la cour. Il faudrait que John Florio, je ne l'ai pas dit, on ne l'a pas dit, il a été pour 15 ans secrétaire personnel de la reine. Donc la reine de Danemark. Donc, qui était à Londres. Qu'elle était la femme du roi. Elle était bien à Londres, elle était bien reçue. Elle dormait avec les rois, elle couchait avec les rois. Oui. Et donc lui il était le secrétaire personnel de la reine Anne, et donc il lui écrivait toutes les lettres, il était dans son valet de chambre. Imaginez, et avant d'être là, il était à l'ambassade de France à Londres, avec Giordano Bruno. C'est ça qui est fascinant. Fascinant et super fascinant. On rentre dans les coulisses. Non, mais on rentre dans Shakespeare. On rentre dans Shakespeare. Oui, culture européenne, mais avec Bruno, qui était un philosophe explosif, qui venait justement d'ici. Mais pourquoi donc? Alors, est-ce qu'on peut, ça c'est quelque chose que vous écartez dans votre, qu'il y a un seul auteur, mais peut-on imaginer qu'au contraire, cette bande d'amis autour de Florio constitue une espèce de collectif secret, puisqu'il faisait partie plus ou moins d'une école qui s'appelle l'école de la nuit, School of Night, et qui, puisqu'ils étaient des libres penseurs, des anarchistes influencés par l'idée de Giordano Bruno,
se seraient donnés ensemble collectivement comme projet de fonder une littérature nationale. Oui, c'était un peu tôt, parce que Bruno est passé à Londres de 83 à 85. Mais après... Oui. Après, plusieurs sont morts de ces groupes de School of Night. Mais ils ont s'aimé. Mais pour revenir à l'histoire du collectif, moi je suis d'accord avec la critique shakespearienne sur ce point, qu'il y a un auteur derrière. Il n'y en a pas, il y en a pas 4 ou 5. Ils ont raison sur ça, il y a un seul auteur. Et évidemment, cet auteur, il a pu emprunter à droite à gauche, il a copié, il a traduit, il a repris des contemporains, il a copié un peu de Ronsard et un peu de Montaigne, il a pensé comme mais il y a une seule plume. D'accord. Pour conclure, puisque là on a beaucoup... quel est le sens que Dickens disait le jour où on découvrira le véritable... mais il y a une question. L'identité de Shakespeare, ce sera une journée terrible. Enfin, alors pourquoi? Quel est le sens de... Non, mais je le cite mal, mais enfin... Mais plutôt l'histoire disons, l'incrédulité sur le fait que ce fils qui n'a jamais voyagé, ce fils d'un gantier qui n'a jamais voyagé, qui n'a jamais appris des langues, on ne sait pas s'il a été à l'école, donc c'est un autodidacte, mais que les gens n'ont pas cru qu'il soit l'auteur de ce chef-d'œuvre. Ben, on a commencé même presque à l'époque de Shakespeare, il y a eu des doutes. Déjà au XVIIe siècle, il y a des choses, des voix qui circulent. Et puis, en 1850, c'est la première fois qu'on écrit un livre en disant que c'est pas lui, c'est Francis Bacon, le philosophe. Puis plus tard, en 1920, c'est un autre. Mais c'est toujours des Anglais. C'est toujours des Anglais parce qu'il faut quand même dire, OK, je ne crois pas que l'homme de Stratford soit l'auteur. C'est ça qui est intéressant. Oui, on voit à quel point les cultures nationales sont métisses. Oui. Et sont donc, traversées d'influences diverses. Il fallait que vienne. Aujourd'hui, c'est d'autant plus important puisque on vit l'identité européenne est questionnée par les migrants. Oui, mais c'est un peu l'histoire. Le fait que contester l'identité purement anglaise de Shakespeare en lui attribuant une autre identité, ça veut dire Marlowe, qui est un autre écrivain, dramaturge, ou Oxford, qui était un noble, ou Francis Bacon, qui était un philosophe, a un sens. Mais l'attribuer à un étranger, un migrant, un exilé, qui est un juif italien, c'est choquant. Mais c'est une contestation beaucoup plus radicale et profonde et vraie, qui contient beaucoup plus de sens, en effet, parce que la révolution de la langue anglaise, la rénovation et la restructuration de cette langue et de ce théâtre ne pouvait que se faire de l'extérieur. Disons, l'étincelle et la force et l'énergie pour la transformer ne peut pas venir de l'intérieur. Il faut qu'il y ait vraiment quelque chose qui a été jeté. Évidemment, c'est une confluence d'une langue qui était prête à se métamorphoser, à devenir comme l'anglais, qui était une langue encore en état primaire. Et avec cette injection d'italien, de français, de latin, avec un maître, ça veut dire avec un linguiste, avec quelqu'un qui était capable de forger des mots à partir de toutes ces sources-là, ça peut pas, c'est impossible que cela soit issu d'un vide total, culturel et linguistique. Oui. La démonstration est bien claire. Oui, non, et pourquoi... pourquoi aujourd'hui on devrait l'accepter. On devrait l'accepter parce que ça va... finalement, les temps sont mûrs. Time is ripe. Okay. Et il faudrait faire sourire à ça. Et chaque migrant et chaque étranger devrait se voir dans le visage de John Florio. Ça sera notre conclusion. Merci. Bye. Merci beaucoup.
Non. Trop tard. Aline. Bello, quella fisica, potessi dire quello che domani guarda. Cos'era? Cos'era? Ma no, di che parlavi, di come, come era venuto il momento ora. E che così, così. Era Aline? Oui, Aline, elle est arrivée au métro, elle va arriver. On va la saluer alors. Oui, oui, bien sûr.